Ma femme a secrètement avorté pendant que j'étais au travail, uniquement pour m'empêcher de faire un test de paternité qui aurait prouvé qu'elle avait couché avec mon demi-frère. Elle est rentrée en souriant, prétendant l'avoir fait pour effacer mes doutes stupides et sauver notre mariage. Alors, je l'ai mise à la porte, j'ai demandé le divorce, et j'ai passé un seul coup de fil à ses parents ultra-conservateurs, ce qui lui a fait perdre tout son héritage. Moi, 35 ans, je suis marié à ma femme, Chloé, 29 ans, depuis 3 ans. Et jusqu'au cauchemar absolu qu'est devenu ma réalité actuelle, notre relation était ce que je considérais comme assez standard, voire exceptionnellement heureuse. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage d'entreprise il y a environ 7 ans. Je me souviens de cette soirée exacte, elle portait une robe vert émeraude, et nous avons fini par parler pendant 3 heures près de la table du traiteur, ignorant complètement l'aspect professionnel de l'événement. Nous avons été strictement amis les premières années. Nous prenions un café, nous nous plaignions de nos patrons respectifs, et nous nous aidions occasionnellement à naviguer sur la scène des rencontres. Finalement, les frontières se sont estompées. Nous avons réalisé qu'il y avait une profonde attirance mutuelle, nous avons commencé à sortir officiellement ensemble, et nous sommes restés ensemble pendant environ 4 ans avant que je ne lui demande de m'épouser. Au total, nous faisons donc partie de la vie l'un de l'autre depuis près de 7 ans. Pendant tout ce temps, nous n'avons jamais vraiment eu de complications majeures. Pas de rupture dramatique, pas de phase de jalousie toxique, et aucun signal d'alarme que j'ai pu repérer. Chloé est belle, incroyablement intelligente, et a toujours été une partenaire profondément solidaire. J'ai toujours fait de mon mieux pour être un bon mari, fiable pour elle, et je croyais sincèrement que nous construisions une belle vie ensemble. Pour comprendre comment tout s'est effondré, il faut un peu de contexte sur la dynamique de ma famille. Mes parents ont traversé un divorce très houleux quand j'étais enfant. Quelques années plus tard, quand j'étais adolescent, mon père a épousé ma belle-mère, qui avait un fils d'une relation précédente, mon demi-frère, Marcus, 28 ans. Marcus et moi sommes des personnes fondamentalement différentes. Là où j'ai toujours été orienté vers ma carrière et structuré, Marcus a toujours été l'électron libre de la famille, imprévisible, très spontané, et incroyablement irresponsable. Il a fallu des années de supplications, de pots de vin et de menaces de la part de mon père et de ma belle-mère juste pour le convaincre d'aller à l'université et de décrocher un diplôme de base. C'est le genre de type qui a constamment des idées à 1 million d'euros qui nécessitent le financement de quelqu'un d'autre, et il faut toujours le dissuader de prendre de mauvaises décisions. Il y a environ 6 mois, Marcus a franchi une ligne que même son charme n'a pu effacer, il s'est fait virer de son poste de commercial parce qu'il s'est présenté visiblement ivre à une réunion Zoom matinale avec des clients importants. Ce fut une humiliation massive. Au lieu de polir immédiatement son CV et de chercher un autre travail comme un adulte normal, Marcus a décidé qu'il avait besoin de prendre du temps pour voyager et se trouver. Malgré son passé épuisant, il a fait la grande déclaration qu'il devenait sobre. Il a promis d'arrêter complètement de boire. Et même si j'étais très sceptique, supposant que ce n'était qu'une autre phase passagère qu'il abandonnerait à mi-chemin, j'ai essayé d'être encourageant, principalement pour le bien de mon père. Mon père a toujours tiré Marcus d'affaire, et le stress le vieillissait prématurément. Alors, quand Marcus m'a appelé et m'a demandé s'il pouvait squatter mon appartement spacieux pendant quelques semaines, parce qu'il voulait explorer le marché du travail dans ma ville et changer d'air, j'ai senti un nœud d'angoisse dans mon estomac. Je ne savais pas comment dire non. J'étais incroyablement réticent, mais mon père et ma belle-mère m'ont pratiquement supplié de le laisser rester, affirmant que mon influence stable pourrait enfin déteindre sur lui. Je ne pouvais pas dire non à mon père. J'ai parlé à Chloé, lui ai expliqué la situation et lui ai demandé son avis honnête. Je lui ai dit que si elle était ne serait-ce que légèrement mal à l'aise, je dirais à Marcus de trouver une auberge de jeunesse. Mais Chloé a souri, m'a pris la main et a dit qu'elle était tout à fait d'accord. Elle a dit que ce n'était que pour quelques semaines et qu'il était important d'aider la famille. À contre-cœur, j'ai cédé, et Marcus est arrivé avec ses sacs de sport il y a 2 mois. Le tout premier soir, je l'ai fait asseoir et j'ai posé des règles strictes. J'ai été très clair sur le fait qu'il n'avait absolument pas le droit de ramener des inconnus ou des rendez-vous à notre appartement. Je lui ai aussi dit que, bien qu'il soit libre d'aller et venir à sa guise, il ne devait pas faire de bruit ni perturber notre sommeil, car Chloé et moi avions toutes deux des carrières exigeantes. Étonnamment, Marcus a été incroyablement conciliant. Il a hoché la tête, a promis d'être un fantôme, et pendant les premiers jours, il a tenu parole. Il restait dehors à explorer la ville presque toute la nuit. Il y avait des matins où je me réveillais à 7 heures pour me préparer pour le travail,
et je le voyais littéralement franchir la porte d'entrée. Mis à part ses horaires étranges, il était poli. Il s'asseyait et dînait avec Chloé et moi à plusieurs reprises, et il a même fait les courses et cuisiné pour nous quelques fois. J'étais sincèrement, agréablement surpris. Ce type attentionné et calme n'était pas le Marcus chaotique que j'avais connu toute ma vie. J'ai même commencé à penser que mon père avait raison et que Marcus mûrissait enfin. Le catalyseur de la destruction de ma vie s'est produit lors du deuxième week-end de son séjour. Chloé et moi avions prévu une escapade romantique à Chicago. J'avais des réunions de travail obligatoires là-bas le vendredi, et nous devions passer le samedi et le dimanche à explorer la ville, à manger dans de bons restaurants, et juste à avoir une retraite en couple. Nous avions les vols réservés, l'hôtel réservé, et nous avions déjà dit à Marcus qu'il aurait l'appartement pour lui tout seul le week-end, et qu'il devait juste le garder propre. Tout était parfaitement organisé. Mais le jeudi soir, quelques heures à peine avant que nous ne devions faire nos dernières valises, Chloé a soudainement attrapé ce qui semblait être une très mauvaise gastro-entérite. Elle était pâle, se plaignait de nausées sévères, et a passé la moitié de la nuit enfermée dans la salle de bain. Nous étions tous les deux incroyablement contrariés par le timing. Nous nous sommes couchés, en espérant qu'avec un peu de repos et de médicaments, elle se sentirait mieux le matin. Malheureusement, le vendredi matin, elle a prétendu se sentir encore plus mal. Elle avait l'air épuisée et a dit qu'elle était bien trop faible pour supporter un vol et un week-end à arpenter la ville. J'ai immédiatement essayé d'appeler mon patron pour reprogrammer mes réunions du vendredi et reporter tout le voyage, mais il était bien trop tard. Les réunions étaient avec des clients d'un autre État qui avaient déjà pris l'avion, et ma présence était non négociable. J'ai été obligé d'y aller. Je me sentais absolument horrible de laisser ma femme malade à la maison. J'ai fait ma valise le cœur lourd, je lui ai embrassé le front et je lui ai dit de se reposer. La seule lueur d'espoir dans mon esprit était que Marcus était là. J'ai pris Marcus à part avant de partir pour l'aéroport et je lui ai demandé de garder un œil sur elle. Il m'a promis, en me regardant droit dans les yeux, qu'il resterait à la maison, s'assurerait qu'elle reste hydratée, et lui cuisinerait des repas chauds et réconfortants. J'ai promis à Chloé que je prendrais le premier vol possible de retour le samedi matin et je me suis précipité dehors. En y repensant maintenant, sachant ce que je sais, je me sens physiquement malade de réaliser à quel point j'étais aveugle. Je leur ai pratiquement offert l'occasion sur un plateau d'argent. Je suis allé à Chicago, j'ai enduré mes réunions atrocement ennuyeuses, j'ai passé le vendredi soir seul dans une chambre d'hôtel à commander le service en chambre, et je suis rentré aux premières lueurs du jour le samedi. Quand je suis entré dans l'appartement, Chloé était assise sur le canapé, regardant la télévision, et elle avait l'air nettement mieux. La couleur était revenue sur son visage, et elle a dit que le pire du virus était passé. J'étais juste soulagé qu'elle aille bien. Je n'y ai vu aucune malice à l'époque. Les gens tombent malades, ça arrive. Mais dans les semaines qui ont suivi ce voyage avorté à Chicago, j'ai commencé à remarquer de subtils et étranges changements dans l'atmosphère de ma maison. Avant le voyage, Marcus quittait l'appartement tous les jours pour explorer la ville. Après le voyage, il est soudainement devenu un vrai casanier. Il traînait dans l'appartement pendant des jours, ne sortant que rarement. Je lui ai demandé si tout allait bien, et il a juste haussé les épaules, évitant mon regard, et a marmonné quelque chose sur le fait d'essayer de conserver ses dernières économies en ne mangeant pas au restaurant. C'était logique, donc je n'ai pas insisté. Puis d'autres petites anomalies ont commencé à s'accumuler. Un mardi, je suis rentré du travail plus tôt que d'habitude parce que les trains étaient express. Je suis entré et j'ai trouvé Chloé déjà à la maison. Elle était dans la cuisine, en train de préparer un smoothie. Quand je lui ai demandé pourquoi elle était à la maison à 14 heures, elle a semblé légèrement surprise et a rapidement prétendu qu'elle avait pris une demi-journée à cause d'une migraine, mais qu'elle avait oublié de m'envoyer un SMS. Chloé est méticuleusement organisée, elle n'oublie jamais de communiquer les changements d'horaire. Quelques jours plus tard, en rentrant de la station de métro, j'ai vu Chloé et Marcus entrer ensemble dans le hall de notre immeuble. Ils riaient de quelque chose, mais dès qu'ils m'ont vu arriver derrière eux, le rire s'est éteint instantanément. L'air est devenu incroyablement lourd et gênant. Chloé a rapidement balbutié qu'ils s'étaient juste croisés par hasard sur le trottoir, juste devant l'immeuble. Individuellement, ces événements auraient pu être facilement balayés comme de simples coïncidences. Mais ensemble, ils formaient un poids lourd et suffocant dans mon ventre. J'avais un terrible pressentiment que je ne pouvais pas chasser par la logique. Je n'avais jamais, pas une seule fois en 7 ans, douté de la fidélité de Chloé. Et bien que je savais que Marcus était un être humain désordonné,
je ne voulais pas croire qu'il était assez moralement dépravé pour coucher avec la femme de son demi-frère, sous mon propre toit. Mais la paranoïa me rongeait. Je perdais le sommeil, analysant leur langage corporel, remarquant qu'ils n'échangeaient jamais de regard quand nous étions tous dans la même pièce. Je savais que je ne pouvais pas lancer une accusation aussi folle. Si je me trompais, accuser ma femme de coucher avec mon demi-frère provoquerait une explosion nucléaire irréparable dans mon mariage et ma famille. Je n'avais aucune preuve concrète. Alors, j'ai opté pour la voie de la moindre résistance, j'ai décidé de retirer chirurgicalement le problème. Le lendemain soir, j'ai fait asseoir Marcus avec une bière et je lui ai demandé très calmement quel était son calendrier pour déménager. J'ai gardé un ton léger mais ferme. Je lui ai dit que, même si ça avait été super de se retrouver, il était temps pour lui de réfléchir à ses prochaines étapes, car Chloé et moi avions besoin de retrouver notre espace. Et à son crédit, ou peut-être par culpabilité, il ne s'est pas opposé. Il a immédiatement compris l'allusion, a baissé les yeux et a dit qu'il ferait ses bagages et serait parti d'ici la fin de la semaine. Chloé était assise dans le salon attenant, lisant un livre pendant cette conversation. Je l'ai observée du coin de l'œil. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'est pas intervenue pour dire « Oh, il peut rester un peu plus longtemps », comme elle l'aurait normalement fait par politesse. Elle est restée assise là, rigide, fixant son livre, parfaitement silencieuse. J'ai détesté ce silence. Marcus a fait ses bagages et a déménagé chez un ami quelques jours plus tard. Une fois qu'il est parti, l'atmosphère lourde de l'appartement a lentement commencé à se dissiper. J'ai activement essayé de ranger toutes mes pensées sombres et paranoïaques dans une boîte mentale. Je me suis concentré intensément sur mon mariage, invitant Chloé à des rendez-vous, lui achetant des fleurs, essayant de renouer le contact. Pendant quelques semaines, les choses ont semblé redevenir normales. J'ai commencé à me sentir sincèrement gêné et honteux d'avoir jamais eu des soupçons. Je me suis convaincu que j'étais juste un mari insécure et fou, et que Chloé avait toujours été ma partenaire parfaite. Et puis, il y a environ 2 semaines et demie, la bombe a explosé. Chloé est sortie de la salle de bain un matin, l'air à la fois terrifié et ravi, tenant un bâton en plastique. Elle était enceinte. Nous sommes allés chez le médecin pour confirmer, et ils nous ont dit qu'elle était enceinte d'exactement 8 semaines. 2 mois. Vous pouvez probablement voir les mathématiques horribles de la situation. Il y a 2 mois, c'était exactement quand Marcus vivait dans ma chambre d'amis. Et il y a 2 mois, c'était exactement le week-end du voyage à Chicago, quand je les ai laissés tous les deux complètement seuls dans mon appartement pendant 36 heures. Quand le médecin a dit « 8 semaines », j'ai senti tout le sang quitter mon visage. Mon estomac s'est violemment contracté, puis une vague de nausées si intense m'a envahi que j'ai dû m'agripper au bord de la chaise médicale pour ne pas tomber. Pour vous donner le contexte complet de la raison pour laquelle cela m'a détruit, j'ai 6 ans de plus que Chloé. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, j'étais déjà bien établi dans ma carrière et je savais que je voulais me poser et fonder une famille avant d'avoir 30 ans. J'ai su tout de suite que Chloé était la femme avec qui je voulais construire cette famille. Mais Chloé était plus jeune, et elle m'a explicitement dit qu'elle se sentait bien trop jeune pour être mère et qu'elle voulait se concentrer sur sa carrière. Elle m'a demandé si nous pouvions attendre qu'elle ait 30 ans avant de commencer à essayer d'avoir un bébé. Parce que je l'aimais, j'ai accepté de faire un compromis et j'ai soutenu sa décision de tout cœur, même si cela signifiait retarder mes propres rêves. À cause de cet accord, nous étions incroyablement, méticuleusement prudents. Le corps de Chloé réagit très mal à la contraception hormonale, lui provoquant de graves sautes d'humeur et des migraines, donc elle ne prenait pas la pilule. Au lieu de cela, elle a insisté pour que nous utilisions une protection physique à chaque fois, sans exception, et nous l'avons fait. Je suis une personne très prudente, j'ai toujours utilisé une protection et je l'ai vérifiée. Le concept d'un accident se produisant après des années d'exécution sans faille, précisément pendant la fenêtre de temps incroyablement étroite où mon demi-frère minable vivait chez moi, était une improbabilité statistique que mon cerveau refusait d'accepter. Le timing était profondément, viscéralement troublant. Quand nous sommes revenus à la voiture après le rendez-vous, Chloé était radieuse. Elle a pris ma main et a dit que, même si c'était une surprise totale et un peu en avance sur notre calendrier convenu, elle voulait garder le bébé. Elle a dit que c'était un heureux accident, une bénédiction, et que nous devrions être ravis. Dans des circonstances normales, j'aurais pleuré de joie. Je voulais être père depuis une décennie. J'aurais été sur un nuage. Au lieu de ça, j'étais piégé dans une agonie silencieuse et suffocante. J'ai forcé un sourire creux sur mon visage,
j'ai hoché la tête et je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour digérer le choc. Intérieurement, j'étais en train de mourir. La semaine suivante, j'ai vécu dans un état de pure torture psychologique. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas me concentrer au travail. Je ne pouvais en parler à aucun de mes amis ou de ma famille, car la simple pensée de prononcer la phrase « Je pense que ma femme est enceinte du bébé de mon demi-frère » me donnait envie de vomir de honte. J'ai passé des nuits éveillé dans le lit, à fixer le plafond, à écouter Chloé respirer à côté de moi, mon esprit repassant chaque interaction qu'elle et Marcus avaient jamais eue. Les regards volés, la migraine soudaine, le voyage à Chicago. Tout s'emboîtait comme un puzzle écœurant. Après une semaine de cette torture silencieuse, j'ai atteint mon point de rupture. Le stress se manifestait physiquement. J'avais des migraines, des tremblements. J'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre les 7 prochains mois, et encore moins le reste de ma vie, en me demandant si l'enfant que j'élevais était le mien ou celui de mon demi-frère. Je devais la confronter. Je savais que si je me trompais, l'accusation seule pourrait détruire de façon permanente sa confiance en moi et mettre fin à notre mariage. Mais l'alternative, vivre dans le mensonge, était impossible. Je me suis préparé au pire. Il y a environ une semaine, j'ai préparé le dîner. Nous nous sommes assis à table, et le silence était assourdissant. J'ai posé ma fourchette, je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit que nous devions avoir une conversation très sérieuse. Elle a levé les yeux, son sourire s'effaçant, et a demandé ce qui n'allait pas. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai essayé de garder ma voix aussi stable et dénuée d'émotion que possible. J'ai dit, « Chloé, je t'aime, et je suis tellement désolé de devoir même te poser cette question, mais j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Est-ce que c'est vraiment mon bébé ?» La réaction a été instantanée et explosive. La couleur a quitté son visage pendant une fraction de seconde, remplacée immédiatement par un rouge cramoisi et tacheté de fureur. Elle a frappé des mains sur la table, les couverts cliquetant. Elle s'est levée et a commencé à crier à plein poumon. Elle m'a traité de monstre, de psychopathe paranoïaque, et d'excuses dégoûtantes pour un mari. Elle a hurlé qu'elle m'avait donné les meilleures années de sa vie, qu'elle avait toujours été complètement fidèle, et que mon accusation était la chose la plus vile qu'elle ait jamais entendue. Elle a exigé de savoir d'où venait cette illusion insensée. J'ai gardé ma voix calme, refusant d'égaler son volume, ce qui ne semblait que l'enrager davantage. Je lui ai dit que les calculs étaient tout simplement trop coïncidents. Elle était enceinte d'exactement 2 mois, ce qui correspondait directement aux 2 mois écoulés depuis que Marcus avait emménagé dans notre chambre d'amis, et spécifiquement au week-end où j'étais à Chicago pendant qu'elle était censée être malade. Entendre mon exposé de la chronologie l'a rendue absolument furieuse. Elle a jeté un verre d'eau contre le mur, le brisant. Elle a fait les 100 pas dans la cuisine, s'arrachant les cheveux et criant que j'insultais son honneur et qu'elle ne pouvait pas croire que je la punissais pour un miracle. En la regardant jouer cette scène d'indignation théâtrale, une prise de conscience froide et dure s'est installée en moi. Les gens innocents se mettent en colère lorsqu'ils sont faussement accusés, oui. Mais ils sont aussi confus. Ils essaient de comprendre pourquoi vous penseriez ça. Chloé n'était pas confuse. Elle était purement, défensivement, terrifiée. J'ai attendu qu'elle soit à bout de souffle. Quand elle a finalement arrêté de crier et a commencé à hyperventiler, j'ai repris la parole. Je lui ai dit que je détestais me sentir ainsi. J'ai expliqué l'agonie que j'avais endurée la semaine passée, comment les doutes me rongeaient, et que j'avais juste besoin d'être absolument sûr pour ma propre santé mentale, afin de pouvoir pleinement embrasser la paternité. Je me suis excusé d'avoir blessé ses sentiments, mais j'ai posé ma limite absolue. Je ne te demande pas une confession maintenant, lui ai-je dit fermement. Mais s'il n'y a vraiment rien à craindre et que c'est mon enfant, alors j'ai besoin d'un test de paternité dès la naissance du bébé. Et ce n'est pas négociable. Si je pensais qu'elle était en colère avant, la mention d'un test de paternité médicale et indéniable l'a complètement fait disjoncter. Ses yeux se sont écarquillés avec ce que je ne peux décrire que comme de la pure panique. Elle a commencé à pleurer hystériquement, me disant que j'étais cruel, abusif, et que j'essayais de l'humilier. Elle a dit que la forcer à faire un test était une violation de sa dignité et prouvait que notre mariage était une imposture parce que je ne la croyais pas sur parole. L'avoir rejeté violemment un simple test scientifique qui l'aurait complètement innocenté a cimenté mes soupçons. Ma culpabilité s'est évaporée, remplacée par une rage profonde et sourde. Je me suis levé de table, je l'ai regardé et je lui ai donné mon ultimatum.
Je ne vais plus discuter de ça. Si tu refuses le test de paternité, alors ce mariage est terminé. Nous ne pouvons pas être ensemble. Tu as jusqu'à la naissance du bébé pour l'accepter. Elle a arrêté de pleurer, me fusillant du regard avec une haine pure, et a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Nous avons dormi dans des chambres séparées cette nuit-là. J'ai verrouillé ma porte. Le lendemain matin, l'appartement était un tombeau. Nous n'avons pas échangé un seul mot. Nous nous sommes habillés en silence et sommes partis pour nos bureaux respectifs. J'ai passé toute la journée au travail dans un état second, mon esprit passant en revue la logistique du divorce, les batailles pour la garde si l'enfant s'avérait être le mien. Pendant le reste de la semaine, la guerre froide a continué. Elle rentrait tard du travail, s'enfermait immédiatement dans la chambre d'amis, et refusait de reconnaître mon existence. Chaque fois que j'essayais de frapper à la porte pour entamer une discussion calme, elle hurlait à travers le bois que je stressais le bébé, et que je devais la laisser tranquille. J'ai fini par abandonner. Je pensais qu'elle était juste têtue et qu'elle me punissait. Je n'avais absolument aucune idée qu'elle utilisait en fait ce temps pour planifier méticuleusement un moyen de détruire les preuves. Jeudi dernier, je me suis réveillé vers 6h30 pour me préparer pour le travail. Je suis entré dans la cuisine pour faire du café et j'ai remarqué que l'appartement était d'un silence de mort. J'ai frappé à la porte de la chambre d'amis, pas de réponse. Je l'ai ouverte, le lit était parfaitement fait. Elle n'était pas rentrée de la nuit. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et je l'ai appelée. Directement sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé une demi-douzaine de SMS lui demandant où elle était. Pas de réponse. J'ai essayé de contenir ma panique grandissante et je suis allé au travail, supposant qu'elle avait dormi chez une amie pour m'éviter. Mais les heures passant, le silence est devenu assourdissant. À 13h, j'étais trop stressé pour me concentrer sur mes feuilles de calcul. J'ai donc dit à mon patron que j'avais une urgence familiale et je suis rentré plus tôt. Je suis resté assis dans mon salon, à fixer mon téléphone. À 17h, elle n'avait toujours pas lu mes messages. À 21h, ma colère s'était entièrement transformée en une terreur sincère et palpitante. Malgré notre énorme dispute, Chloé n'avait jamais, en 7 ans, complètement disparu sans laisser de traces. J'ai commencé à penser qu'elle avait eu un accident de voiture, ou pire. Désespéré, j'ai appelé son assistante à son agence de marketing. À ma grande surprise, son assistante a répondu et m'a joyeusement informé que Chloé avait officiellement demandé 2 jours de congé personnel et n'était pas venue au bureau depuis mercredi après-midi. L'assistante semblait même confuse que moi, son mari, je ne le sache pas. Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement commencé à appeler ses amis les plus proches, un par un. Chacun d'eux semblait complètement ignorant, affirmant ne pas l'avoir vu ni entendu de la semaine. La panique m'étouffait. En tout dernier recours, sachant que cela provoquerait une scène énorme, j'ai appelé ma belle-mère. Ma belle-mère est une femme très stricte et autoritaire, et Chloé évitait généralement de lui dire quoi que ce soit. Quand j'ai demandé si Chloé était là, ma belle-mère s'est alarmée. Elle a dit non et a immédiatement commencé à m'interroger sur la raison pour laquelle je ne savais pas où se trouvait ma femme enceinte. J'ai inventé un mensonge sur une dispute à propos des prénoms de bébé, mais ma belle-mère était terrifiée. Elle a dit qu'elle mobiliserait leur famille pour commencer à appeler les hôpitaux et que si nous n'avions pas de nouvelles d'elle dans 1 heure, nous devions appeler la police. J'ai passé les 45 minutes suivantes à faire les 100 pas sur mon parquet, envisageant d'appeler la police. Finalement, mon téléphone a vibré. C'était Chloé. J'ai répondu à la première sonnerie, la voix tremblante. « Où diable es-tu ? Tu vas bien ?» Sa voix est sortie du haut-parleur. Elle n'était ni tremblante, ni en pleurs. Elle était complètement calme, plate et étrangement nonchalante. « Je vais parfaitement bien », a-t-elle dit. « J'avais juste besoin de quelques jours pour régler un problème. Tu n'avais pas besoin d'appeler ma mère et de créer un drame pour rien. » J'étais stupéfait par son manque total d'empathie pour la terreur qu'elle venait de me faire subir. « Tu as disparu pendant 2 jours. » J'étais sur le point d'appeler la police. « Où es-tu et quand rentres-tu ? » « Je serai à la maison demain matin », a-t-elle répondu froidement. « On pourra parler à ce moment-là. » Et elle m'a raccroché au nez. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé. J'étais furieux, épuisé et profondément confus. Je suis allé me coucher cette nuit-là, en me disant qu'à son retour, j'allais suggérer une thérapie de couple, ou peut-être une séparation temporaire jusqu'à la naissance du bébé.
Je pensais m'être préparé mentalement à toutes les issues possibles. J'avais tellement, incroyablement tort. Vendredi matin. J'étais assis sur l'îlot de la cuisine, buvant un café noir, quand la porte d'entrée s'est déverrouillée et que Chloé est entrée. Elle avait l'air un peu pâle, mais elle souriait. Pas un sourire nerveux, mais un sourire sincère, éclatant, presque maniaque. C'était profondément dérangeant. Elle a posé son sac à main, s'est dirigée vers le comptoir de la cuisine et s'est versé un verre d'eau. Je l'ai fixé, attendant une explication. Alors, ai-je dit, la voix tendue. Tu vas me dire où tu étais. Elle a pris une gorgée d'eau, m'a regardé droit dans les yeux, et a prononcé les mots qui me hanteront pour le reste de ma vie. J'étais en train de réparer notre mariage, a-t-elle dit vivement. J'ai réalisé que cette grossesse mettait des doutes stupides et paranoïaques dans ta tête, et que ça détruisait la belle vie que nous avions construite. Je ne pouvais pas laisser un bébé nous ruiner. Alors, je suis allé dans une clinique et j'ai avorté. Le monde s'est littéralement arrêté de tourner. Le bourdonnement ambiant du réfrigérateur s'est estompé. Ma vision s'est rétrécie. J'ai cru que j'avais mal entendu. J'ai cru que mon cerveau avait conjuré la phrase la plus psychotique, la plus impossible imaginable. Quoi, ai-je murmuré. J'ai avorté, a-t-elle répété, son sourire s'élargissant en quelque chose de grotesque et d'autosatisfait. C'est fait. Le bébé n'est plus là. Maintenant, tu n'as absolument aucune raison d'exiger un test de paternité, et aucune raison de douter de ma loyauté. J'ai fait le sacrifice ultime pour notre relation. Nous pouvons avoir un tout nouveau départ maintenant, juste nous deux. Et réessayer quand tu ne te sentiras plus si peu sûr de toi. J'étais paralysé. J'ai 35 ans, et je n'ai jamais de ma vie ressenti la sensation de mon esprit s'éteignant complètement à cause d'un pur traumatisme. Le mot « sidéré » ne commence même pas à décrire ce que je ressentais. Je regardais un monstre. La femme que j'avais aimée pendant 7 ans, la femme pour qui j'avais compromis mes propres rêves, venait de tuer nonchalamment notre enfant à naître, ou l'enfant de mon demi-frère, uniquement pour détruire les preuves ADN de son infidélité. Et elle essayait de présenter ça comme un sacrifice romantique pour sauver notre mariage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Un calme terrifiant et glacial a envahi tout mon système nerveux. Je me suis levé du tabouret de bar. Je l'ai regardée, la regardant vraiment pour ce qui semblait être la première fois, et je n'ai vu qu'une étrangère creuse et manipulatrice. « Tu plaisantes ?» ai-je demandé, ma voix complètement dépourvue d'émotion. « Je suis tout à fait sérieuse », a-t-elle dit, tendant la main pour toucher mon bras. « J'espère que tu peux enfin te détendre maintenant. Nous n'avons plus à nous laisser embêter par ces doutes stupides. » J'ai reculé, évitant son contact comme si elle était recouverte d'acide. Et ce fut mon point de rupture absolu. Je savais avec une certitude absolue que si je restais dans cette pièce avec elle une seconde de plus, je perdrais la tête et ferais quelque chose qui me conduirait en prison. Je me suis retourné, j'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. « Où vas-tu » a-t-elle demandé, son faux sourire s'effaçant enfin, remplacé par une lueur d'alarme sincère. Elle a commencé à me suivre dans le couloir. Je me suis retourné brusquement, pointant un doigt directement sur son visage. « Ne fais pas un pas de plus vers moi » ai-je grogné, ma voix vibrant d'une rage si profonde qu'elle m'a effrayé. « Reste loin de moi si tu ne veux pas que la police s'en mêle. » Mon ton a dû lui faire comprendre le danger absolu dans lequel elle se trouvait, car elle s'est figée, les yeux écarquillés. Je me suis retourné, je suis sorti et j'ai claqué la porte derrière moi si fort que le cadre a tremblé. Dès que je suis arrivé dans la rue, l'adrénaline est montée, et mes mains tremblaient violemment alors que je sortais mon téléphone. Je n'ai pas appelé un ami pour pleurer. J'ai appelé mon avocate, une avocate spécialisée en divorce, impitoyable et très recommandée, que j'avais utilisée des années auparavant pour des contrats commerciaux. J'ai exigé une consultation d'urgence. Quand elle a décroché, je n'ai pas mâché mes mots. Je lui ai dit que je divorçais de ma femme immédiatement, que ma femme avait commis l'adultère et détruit les preuves par avortement, et que je voulais que les papiers soient lancés à la seconde même. Et je lui ai dit que je voulais m'assurer que ma femme reparte avec absolument rien. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lundi matin à la 1e heure. Ensuite, j'ai appelé Marcus. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Eh, mec » a-t-il dit nonchalamment. « Quoi de neuf ? Où es-tu » ai-je exigé. « Je suis à Denver, je rends visite à un pote. »
Pourquoi? Je divorce de Chloé, ai-je dit, ma voix froide et dure. Je sais tout. Ne me fais pas perdre mon temps avec des mensonges. N'essaie pas de me manipuler. Ne me force pas à faire traîner ça. Admets juste que tu as couché avec elle. Il y eut un long et angoissant silence à l'autre bout du fil. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais entendre le bruit de fond d'une télévision. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait nier et raccrocher. Mais sa voix s'est brisée. Je suis tellement désolé, mec, a-t-il murmuré. Je suis tellement désolé. C'est juste arrivé comme ça. Je ne voulais pas, garde tes excuses, ai-je lâché, et j'ai mis fin à l'appel. C'était ça. La confirmation absolue. Le dernier clou dans le cercueil. Je me suis enregistré dans un hôtel de luxe du centre-ville, j'ai jeté mon téléphone sur le lit et je suis allé dans la salle de bain pour vomir. J'ai passé le reste de la journée à faire les 100 pas dans la chambre d'hôtel, laissant la réalité de ma vie détruite m'envahir, et planifiant méticuleusement ma vengeance. Les jours suivants ont été un tourbillon d'exécution tactique et de sang-froid. Lundi matin, j'ai rencontré mon avocate et j'ai exposé toute la chronologie, l'adultère, l'avortement, l'aveu de Marcus, tout le bazar. Elle a été compatissante mais réaliste. Elle a expliqué que, comme nous vivons dans un état sans divorce pour faute, l'adultère ne signifie pas automatiquement qu'elle n'obtient rien. Mais comme Chloé a un travail très bien rémunéré dans le marketing et que nous n'avions pas d'enfants, j'avais de très solides arguments pour lui refuser une pension alimentaire et conserver les biens que j'avais apportés dans le mariage, principalement l'appartement que j'avais acheté des années avant même de la rencontrer. Je me fichais des frais de justice. Ce qui m'importait, c'était le principe. Je voulais qu'elle soit excisée de ma vie comme une tumeur. Mardi matin, j'ai appelé le bureau de Chloé depuis une application de numéros jetables. J'ai parlé à son assistante, prétendant organiser un déjeuner surprise, et j'ai confirmé que Chloé était physiquement dans le bâtiment et avait des réunions jusqu'à 17h. Dès que j'ai raccroché, je suis retourné à mon appartement. Je suis entré dans la maison que nous avions partagée, ne ressentant que du dégoût. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti 3 énormes valises du placard et j'ai commencé à faire ses bagages. J'ai emballé ses vêtements chers, ses chaussures, son maquillage, ses bijoux. Je n'ai rien plié proprement, j'ai tout fourré dedans. J'ai emballé tout ce qui était distinctement à elle et j'ai traîné les lourdes valises dans le couloir public de notre étage. Puis j'ai appelé un serrurier d'urgence 24h24. Il est arrivé en 20 minutes, a changé le pêne dormant et la serrure de la poignée de la porte d'entrée. Je lui ai donné une liasse de billets, j'ai pris les nouvelles clés et j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'ai préparé un petit sac de voyage avec mes propres affaires essentielles et je suis retourné à mon hôtel. Je ne voulais être nulle part près de cet immeuble quand elle sortirait du travail. Le temps que je m'effondre sur mon lit d'hôtel à 17h30, j'étais physiquement et spirituellement épuisé. Je suis tombé dans un sommeil profond et sans rêve. Je me suis réveillé 2 heures plus tard, mon téléphone vibrant sur la table de chevet. C'était Chloé. J'ai fixé l'écran. J'ai décidé de lui faire goûter à la même médecine qu'elle m'avait administrée lorsqu'elle avait disparu pour tuer notre enfant. J'ai mis le téléphone en sourdine et j'ai regardé les appels manqués s'accumuler. 5 appels, 10, 20. Elle bombardait mon téléphone sans relâche. Puis sont venus les SMS. Pourquoi ma clé ne marche pas? Où sont mes affaires? Tu me mets sérieusement à la porte de ma propre maison? Réponds au téléphone tout de suite. Je ne les ai pas tous lus. Je m'en fichais. Après 1 heure d'appel frénétique, elle a finalement arrêté. J'ai supposé qu'elle avait abandonné et était allée à l'hôtel. Mais quelques minutes plus tard, j'ai reçu un SMS de Marcus. Et, Chloé vient de m'appeler en hurlant. Elle m'a demandé si je t'avais parlé. Je lui ai dit que tu savais tout et que c'était fini. Je suis vraiment désolé encore. S'il te plaît, ne le dis pas à ton père. J'ai ricané. L'audace de ce lâche me demandant de le protéger de la colère de mon père était risible. J'ai ignoré son SMS et j'ai fixé le plafond, réfléchissant à mon prochain coup. Et c'est la partie où certains pourraient penser que je suis allé trop loin. Mais j'avais le cœur complètement brisé, j'étais totalement humilié, et je faisais le deuil d'un enfant que je ne tiendrais jamais dans mes bras. Je voulais qu'elle ressente une fraction de la dévastation qu'elle m'avait infligée. Il faut comprendre la dynamique familiale de Chloé. Elle vient d'une famille très riche,
extrêmement conservatrice et profondément religieuse du Sud. C'est le genre de personne qui se soucie intensément des apparences, des valeurs traditionnelles et de l'héritage. Dès notre mariage, ses parents nous ont mis la pression pour avoir des enfants. À chaque Thanksgiving, à chaque Noël, sa mère faisait des commentaires passifs-agressifs sur « l'horloge biologique » de Chloé. Pendant des années, j'avais vaillamment encaissé les coups. J'avais menti à ses parents, prétendant que c'était moi qui voulais attendre pour me concentrer sur ma carrière, protégeant complètement Chloé de leur jugement parce qu'elle voulait attendre d'avoir 30 ans. J'ai supporté leur désapprobation pour la protéger. Je savais que si sa famille rigoureusement conservatrice découvrait non seulement qu'elle avait eu une liaison torride avec son demi-frère, mais qu'elle avait intentionnellement avorté de leur petit enfant pour le cacher, les retombées seraient apocalyptiques. Alors, j'ai décidé d'être mesquin. J'ai trouvé le contact de sa mère dans mon téléphone et j'ai appuyé sur « Appeler ». Ma belle-mère a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix dégoulinant d'hospitalité sudiste. « Eh bien, bonjour. À quoi dois-je ce plaisir ? » Je n'ai pas mâché mes mots. J'ai gardé ma voix parfaitement calme et clinique. « Bonjour, Suzanne. Je vous appelle pour vous informer que j'ai demandé le divorce d'avec votre fille et que je l'ai mise à la porte de mon appartement. » La ligne est devenue silencieuse. « Excusez-moi » a-t-elle haleté. « Que s'est-il passé ? Vous vous êtes disputé ? » Ce n'est pas une dispute, Suzanne. Votre fille a une liaison avec mon demi-frère, Marcus. Il a vécu avec nous il y a quelques mois, et ils ont couché ensemble dans ma maison pendant que j'étais en voyage d'affaires. Je ne vous crois pas, a balbutié ma belle-mère, la voix tremblante. Chloé ne ferait jamais quelque chose d'aussi pécheresse. C'est un malentendu. Non, ai-je répondu froidement. Marcus a déjà pleinement avoué l'affaire. Mais ce n'est pas tout. Chloé a récemment découvert qu'elle était enceinte de 2 mois. Quand j'ai réalisé que la chronologie correspondait au séjour de Marcus et que j'ai exigé un test de paternité pour m'assurer que l'enfant était le mien. Elle a disparu pendant 2 jours. Elle est revenue hier matin et m'a joyeusement informé qu'elle avait avorté pour que je n'ai plus de doute stupide. J'ai entendu un hoquet physique à l'autre bout du fil, suivi du bruit de quelque chose qui tombe, peut-être un verre. Elle a avorté de son enfant, a murmuré ma belle-mère, l'air horrifié. Oui. Je peux vous envoyer les photos du test de grossesse positif, la confirmation du rendez-vous d'échographie et les dossiers de la clinique si vous le souhaitez. Le reste, vous pouvez demander à votre fille de vous l'expliquer. S'il vous plaît, ne me contactez plus. J'ai raccroché. J'ai mis un minuteur sur mon téléphone et j'ai attendu. Exactement 14 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer violemment. C'était Chloé. J'ai laissé sonner 5 fois avant de finalement décrocher. Espèce de psychopathe. A-t-elle hurlé dans le téléphone, sa voix complètement hystérique. Qu'est-ce que tu as dit à ma mère ? Mon père vient de m'appeler en hurlant. Je leur ai dit la vérité, ai-je dit calmement. Je pensais que tu aimais effacer les doutes stupides. Tu as ruiné ma vie. A-t-elle sangloté agressivement. Je n'ai nulle part où aller ce soir. Toutes mes affaires sont dans le couloir. Tu ne peux pas légalement me faire ça. Tu peux t'enregistrer dans n'importe quel hôtel de ton choix avec ton salaire à 6 chiffres, ai-je répondu, ne ressentant absolument aucune pitié. Tu auras des nouvelles de mon avocate lundi. Toute communication à partir de maintenant se fera par le biais de nos conseillers juridiques. Si tu essaies de venir à mon bureau ou de forcer l'entrée de l'appartement, je te ferai arrêter pour violation de propriété. Bonne vie, Chloé. Mes parents viennent de me déshériter. A-t-elle hurlé, sa voix se brisant de panique sincère. Mon père a dit que je suis complètement rayé du testament, il a dit que je suis morte pour eux. Espèce de malade. Tu as tout planifié. Le fait que ses parents l'aient déshérité instantanément était une réaction légèrement plus spectaculaire que ce que j'avais anticipé. Mais je ne parvenais pas à m'en soucier. Tu aurais dû penser à ton héritage avant d'écarter les jambes pour mon demi-frère et de tuer mon enfant potentiel pour le cacher. Ce que tes parents font ne me regarde pas, tu es un déchet mesquin et immature, a-t-elle pleuré. C'était entre nous, tu n'aurais pas dû mêler ma famille à ça. Je vais te prendre chaque centime que tu as. Je vais te détruire au tribunal. Bonne chance, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai immédiatement bloqué son numéro. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de mon beau-père.
J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Il semblait avoir 10 ans de plus. Il s'est officiellement excusé au nom de sa famille pour les actions démoniaques de sa fille. Il m'a dit que lui et Suzanne étaient profondément honteux, qu'ils en avaient entièrement fini de laisser Chloé s'en tirer avec son comportement égoïste, et qu'ils espéraient que cette perte absolue de sa famille et de son héritage lui apprendrait enfin une leçon. Il m'a demandé de lui transmettre les rapports médicaux du gynécologue, ce que j'ai fait avec plaisir par email. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux sur Reddit qui ont soutenu mes actions dans le message original. Lire vos commentaires et vos propres histoires m'a fait me sentir beaucoup moins seul et a validé ma décision de faire table rase. J'ai été très occupé par la logistique du divorce au cours du mois dernier, et ce fut un cauchemar. Chloé refuse de coopérer à quelque niveau que ce soit. Elle a engagé un avocat requin et agressif, et elle est absolument déterminée à obtenir une pension alimentaire massive, malgré le fait qu'elle gagne presque autant que moi. Nous avons essayé de parvenir à un accord par la médiation pour éviter un procès, car les procès sont incroyablement coûteux et publiquement désordonnés. Mais elle traite ce divorce comme une offense à son ego. Elle ne se soucie pas de l'aspect pratique, elle veut juste me punir pour l'avoir exposée à ses parents. Je suis incroyablement content d'avoir eu la prévoyance de la mettre à la porte et de changer les serrures avant qu'elle n'ait eu la chance de riposter. Parce que j'ai sécurisé l'appartement, j'ai pu récupérer en toute sécurité les documents d'échographie, les factures médicales et le test de grossesse physique, que mon avocate détient maintenant comme preuve. J'ai également eu un appel téléphonique très sombre avec Marcus. Aussi furieux que je sois contre lui, j'ai réalisé que j'avais besoin de lui. Mon père a découvert l'affaire, je lui ai dit, évidemment, et il est devenu fou de rage. Il a dit à Marcus qu'il était complètement et définitivement coupé du fonds fiduciaire familial et de toute aide financière, à moins qu'il ne coopère pleinement à ma procédure de divorce. Comme Marcus est un perdant fauché dont les économies sont complètement épuisées, il a immédiatement cédé. Marcus agit maintenant comme mon témoin principal et dit qu'il coopérera et témoignera sous serment si cela va au procès. Il a complètement bloqué Chloé sur toutes les plateformes. Il s'est excusé à nouveau profusément, et honnêtement, ces excuses ne signifient rien pour moi, mais j'ai besoin de sa coopération. Pendant notre appel, je n'ai pas pu résister à la curiosité morbide. Je lui ai demandé les détails exacts de l'affaire. Il a avoué que ça avait commencé le vendredi soir de mon voyage à Chicago. Ils ont bu une bouteille de vin et, c'est juste arrivé. Il a admis que ça avait continué pendant les 2 mois entiers où il a vécu dans ma chambre d'amis, juste sous mon nez. Il a même admis qu'il s'était retrouvé à l'hôtel quelques fois après son déménagement. Cependant, il a juré qu'il n'avait absolument aucune idée qu'elle était enceinte et qu'il a été sincèrement horrifié quand il a appris qu'elle avait avorté. Encore une fois, je me fiche de ses sentiments, mais le fait que sa chronologie détaillée corresponde parfaitement à la stratégie de mon avocate est un atout. Je vis actuellement de nouveau dans mon appartement. Je l'ai fait nettoyer en profondeur par des professionnels et j'ai jeté le matelas de la chambre d'amis. Je ne sais pas où vit Chloé et je refuse de faire semblant de m'en soucier. Je me prépare à ce que ce divorce devienne beaucoup plus laid. Je suis officiellement un homme divorcé. Environ 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et la bataille juridique a été épuisante, mais j'en suis sorti victorieux. Les choses se sont considérablement envenimées pendant la phase de communication des pièces. Chloé a continué à jouer la dure, exigeant la moitié de la valeur de mon appartement prénuptial et une pension alimentaire permanente. Mais son arrogance s'est complètement retournée contre elle pendant les dépositions. Nous avons fait venir tout le monde. Marcus a fait sa déclaration sous serment, en sueur, mais il a dit la vérité absolue pour sauver sa peau de la colère financière de mon père. Il a détaillé l'affaire, la chronologie et les rendez-vous à l'hôtel. Mieux encore, mon avocate a assigné le téléphone de Marcus. Il s'avère que mon idiot de demi-frère avait sauvegardé plusieurs photos intimes de lui et de Chloé dans mon appartement, prises pendant que j'étais au travail. Les métadonnées des photos correspondaient parfaitement à la chronologie de son séjour. Nous avons également obtenu une déclaration sous serment de la clinique gynécologique, confirmant la chronologie de sa grossesse et le rendez-vous d'avortement ultérieur. Quand ce fut le tour de Chloé de déposer, ce fut un bain de sang. Mon avocate l'a acculé avec la chronologie, les photos et le témoignage de Marcus. Sous serment, ses mensonges se sont complètement effondrés. Elle a essayé de prétendre que j'étais violent et que je l'avais poussé à bout, mais elle n'a pu fournir aucune preuve. Son attitude était si incroyablement hostile, et son histoire si pleine de trop contradictoires que même son propre avocat avait l'air épuisé. Après les dépositions,
nous sommes passés à une conférence de règlement final. L'atmosphère dans la salle de conférence était incroyablement tendue. Je me suis assis en face d'elle, refusant de rompre le contact visuel. Elle avait l'air fatiguée et beaucoup moins arrogante. Son équipe juridique l'avait clairement prise à part et lui avait fait comprendre la réalité: si nous présentions cette montagne de preuves d'infidélité et son salaire élevé à un juge, on se moquerait d'elle et elle serait condamnée à payer mes frais de justice. Elle a finalement craqué. Elle a complètement abandonné ses demandes de pension alimentaire. Elle a accepté de ne repartir qu'avec les biens qu'elle avait apportés dans le mariage et la moitié de notre compte courant commun, ce qui était juste. J'ai gardé mon appartement, mes investissements et mes fonds de retraite entièrement intacts. Le règlement a assuré une rupture nette sans autres enchevêtrements financiers. Sortir de ce cabinet d'avocat avec les papiers signés, c'était comme laisser tomber un poids de 50 kilos de mes épaules. Je suis plus que soulagé que ce cauchemar juridique soit terminé. Mais assis dans mon appartement calme ce soir, je ne peux m'empêcher de ressentir un profond sentiment de deuil. Pas seulement pour l'enfant qui a été effacé, mais pour les 6 années de ma vie que j'ai gaspillées. J'ai déraillé de ma trajectoire, compromis mes rêves, et versé mon cœur à une femme qui a jeté toute notre vie dans un broyeur pour quelques frissons bon marché avec mon demi-frère raté. Merci à tous pour votre soutien. Si vous traversez quelque chose de similaire, documentez tout. Frappez en premier et ne les laissez jamais vous manipuler. Je ne pensais pas poster à nouveau ici, mais il s'est passé quelque chose aujourd'hui de si absurde et de si profondément tordu que je devais le partager. Quelques mois se sont écoulés depuis la finalisation du divorce. J'ai suivi une thérapie, je me suis concentré sur ma carrière, et j'ai lentement commencé à refaire des rencontres. Je n'ai pas parlé à Chloé ou à Marcus depuis le règlement. Il y a quelques heures, mon père m'a appelé. Il avait l'air furieux et épuisé. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a dit que Marcus avait récemment trouvé un poste de commercial de niveau intermédiaire en ville et qu'il avait emménagé dans un appartement en location au centre-ville. Mon père avait engagé un détective privé pour garder un œil sur Marcus, juste pour s'assurer qu'il ne se droguait pas à nouveau. Le détective a envoyé des photos à mon père hier. Marcus sort officiellement avec Chloé. Apparemment, maintenant que la poussière est retombée, qu'elle a été complètement déshéritée par ses riches parents et divorcée de moi, elle a recherché la seule personne restante qui partage son manque total de morale. Ils vivent ensemble. Elle a, d'une manière ou d'une autre, complètement oublié toutes les insultes viles qu'elle lui a lancées pendant la procédure judiciaire, quand elle essayait de sauver sa peau. Ils ont ravivé leur flamme dégoûtante. Quand mon père me l'a dit, j'ai ressenti un bref éclair de pur dégoût, suivi d'un étrange rire creux. Je me sens trahi à nouveau, comme si on s'était moqué de moi une seconde fois. Mais mon père m'a assuré qu'il avait appelé Marcus ce matin et avait officiellement et définitivement rompu tous les liens. Marcus est mort pour notre famille, il n'aura rien du fonds fiduciaire, et il est banni de tous les événements familiaux. Ça fait du bien d'avoir mon père fermement de mon côté. Quant à Chloé et Marcus, ils se méritent vraiment l'un l'autre. 2 parasites manipulateurs et toxiques, vivant dans un appartement exigu. J'espère qu'ils se rendront mutuellement malheureux. C'est la fin de mon histoire. Je passe à autre chose.